Ok, bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour à ceux qui sont en ligne. Monsieur Souka. Est-ce que Monsieur Souka nous entend très bien? Oui, je vous reçois, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour. Alors, bonne heureuse année 2023. Que, Merci, monsieur. que cette année-là soit une année d'abord de santé, car santé, pleine santé. Puis, nos projets soient exécutés à la perfection. Jusqu'à ce que, avant la fin de l'année, on vous voit ici tous en train de soutenir au master. En tout cas, c'est le vœu que je souhaite. Amen. Alors, j'espère que mes vœux seront, comment on dit ça même, exaucés, voilà, avant la fin de l'année. Et continuez tous dans la prière, qui effectivement nous atteignent nos objectifs de l'année 2023. Alors, s'il y a des gens qui nous rejoignent seulement cette année, on fait la première année ici, c'est peut-être ceux-là, hein, c'est cette année, vous venez, d'accord. Donc, pour ceux-là, je vais donc les présenter parce que les autres, se connaissent déjà depuis l'année passée. On sait ce qu'on s'est dit depuis l'année passée. Et je sais ce qu'ils savent déjà. Donc, il y a des choses sur lesquelles je n'avais pas revenir. OK. Donc, bon, pour le nouveau, moi, c'est Dr. Yuvanta, Marc Yuvanta. Je suis maître de conférence ici à l'Université Félix Houphouët. Et puis, en charge de l'enseignement à l'UFR STRM, sans atteindre des ressources humaines. Puis détaché ici au CURAT. Je suis en charge également ici. Et puis, charge de la pédagogie ici au CURAT. Alors, cette année, avec, j'aurai donc à faire le cours de web mapping, signe interactif et en ligne. Sinon, en première année, c'est pourquoi je disais que ceux qui sont là déjà et qui ont fait la première année ici, savent que là-bas, on a commencé avec l'introduction aussi. On a fait les bases de données, l'administration et la manipulation des bases de données. Et on va s'appuyer donc sur ça aujourd'hui pour continuer le cours en abordant donc phase-là de type impératif et en ligne. C'est bon? Mm -hmm. Oui, non, dans le programme, c'est au Master 1 qu'on fait la base de données. La manipulation, l'administration, la conception de la base de données, c'est Master 1 qui fait ça. Quand on vient ici, on prend cette base de données-là et on va développer une application web mapping avec. Bon, on va faire le déroulé du coup tout à l'heure. Vous allez voir que on va arriver. Pour ceux qui n'ont pas tous les logiciels, parce qu'on aura beaucoup de logiciels installés, ceux qui n'ont pas tous ces logiciels, euh, les anciens, ceux qui viennent du Master 1, ils ont déjà Postgre. Je suppose qu'ils ont déjà Postgre installé sur les machines. Bien pendant les congés, là, vous avez déjà installé ça. Je vous avais dit l'année passée que les mêmes, certainement même que la même base de données qu'on a créée l'année passée, là, on allait continuer avec ça cette année. Je vous ai dit ça l'année passée, non? Il y a des autres, bon, il n'y a, pas de problème. Donc, avec notre nouveau ami, on va ensemble réinstaller tout. Depuis les logiciels de base de données jusqu'au logiciel cartographie, c'est cartographie. Et puis, vous avez des données euh, de l'application également. On va tout installer. Je crois à partir de demain matin, on va commencer à faire l'installation. Et, oui.
Voilà. Mais malheureusement, on ne pourra pas aller dans tous les détails de la conception et l'administration d'une base de données. On va faire un cours, peut-être une séance, parce que dans ce programme, je vais développer, il y a une petite partie réservée à ça. Mais je conseille de nouveau de, de prendre contact avec les anciens cours, le cours de l'année passée, base de données. Euh, les anciens connaissent un format de données, mais le cours est toujours souvent en PDF. Et puis, il y a des liens qui vous dirigent vers des vidéos. Je vous explique ces vidéos-là. Ces vidéos vous expliquent le contenu du cours, les manipulations. Donc, il est préférable que vous récupérez ces documents-là et puis vous mettre un peu à jour rapidement avant que nous abordions cette partie à partir de demain, soit demain, peut-être demain matin ou demain matin. Je voudrais juste demander aux anciens, après avoir validé le crédit ou bien l'UE de base de données, qui sont ceux qui n'ont pas validé ça? Tout le monde a validé ça. Hein? Tout le monde a validé ça. Ça suppose que actuellement ici, vous êtes des experts en conception et en manipulation de base de données. Dans tous les cas, vous avez eu le temps même de regarder à fond toutes les vidéos qui accompagnent le cours. Et normalement, pour quelqu'un qui est plus ou moins intéressé, il va pouvoir peut-être se créer une base de données, faire des manipulations dessus, voir si, voilà, tout ce qu'on a dit pendant le cours là, s'il a tout assimilé, si, parce que vous-même, vous savez que l'informatique ou bien la manipulation des ordinateurs, là, quand vous les laissez un mois, 2 mois, vous oubliez beaucoup de choses. Il faut pratiquer, il faut pratiquer, il faut pratiquer. Donc, je suppose que à ce jour, vous êtes devenus maintenant des experts dans la conception, dans la manipulation d'une base de données avec PostgreSQL. Alors, donc, je vais rapidement vous présenter le programme que nous allons suivre. Mais avant, je vais naturellement partager. C'est bon? Tout le monde voit. Hein? Ceux qui sont en ligne, vous voyez mon écran? Oui, on voit, monsieur. Oui, merci. Bon, ça, c'est la solutrice qui va gérer ça. La solutrice qui va gérer ça. Sinon, normalement l'accès d'être accessible et d'être libre maintenant. L'accès d'être libre. Les soucis. Okay. Bon, donc, comme je dis, pour intituler signe impératif et en ligne. C'est l'EQE CSI 22033. Alors, euh, c'est pour
Naturellement, il y a la partie magistrale qu'on va faire aujourd'hui, la partie théorique qu'on va faire aujourd'hui, ce matin. Et puis après, on va aborder la partie pratique, les travaux dirigés, les travaux pratiques. Et puis, naturellement, avec des activités, des homework que vous aurez à faire. Et comme ressources également, ce qui sont la chaîne YouTube qui est là, donne toutes les vidéos concernant les différentes manipulations que nous aurons à faire. Et c'est la chaîne YouTube Show Meet and Mac. Vous connaissez un peu l'histoire de ça avec le lien qui est juste affiché là. Donc, c'est la même procédure. Hein. On va finir une séance de cours magistral, séance de théorie. Donc, puis ensuite, on va aborder la partie les jours à venir. Donc, pour ce module, je vais dire lecture, SIG interactif et en ligne, dont nous avons la responsabilité de partager la substance. On aura donc pour objectif faire en sorte que vous soyez capable de décrire les principes et les fonctions hein, des web mapping. Savoir ce que c'est qu'un web mapping, savoir ce que c'est que les principales fonctionnalités d'un web mapping, et puis les solutions libres qui existent, qu'on pourrait télécharger gratuitement sur Internet et les utiliser. Comment gérer une base de données avec PostgreSQL, ça, vous savez ça déjà. Et bien rappeler cela et d'utiliser cette base de données-là pour la conception de notre application. Vous soyez capable de déployer des solutions complètes de web mapping. Donc, on va ensemble passer en revue ces différents outils, comment les manipuler, comment les mettre en connexion, comment faire en sorte que nous puissions construire et déployer une solution web mapping, incluant des biais spatiales, en s'appuyant sur la configuration client-serveur. Donc, pour ce module, ce cours, on aura 6 parties. La première partie, la première leçon, va vous rappeler rapidement la notion de site interactif et le web mapping. Je crois que cette leçon même, on a déjà vu ça l'année passée. Cette leçon, j'ai juste commencé un peu l'année passée. Présenter un peu, faire une petite introduction sur le web mapping. Ensuite, au niveau de la leçon 2, on va voir les différents types de données manipulées au niveau des web mapping, produits par les web mapping, quel format ces données-là sont fournies, et puis les outils que nous allons utiliser pour déployer notre web mapping. Ça, ce sera donc au niveau de la leçon 2. Le type de données, format de données, les services déployés via un web mapping, et puis les outils que nous allons utiliser pour concevoir cette application. Au niveau de la leçon 3, nous allons commencer demain, ce sera donc l'installation de la plateforme de travail, l'installation des outils que nous allons utiliser.
QGIS. Déjà, vous savez, vous avez déjà travaillé avec ça. Donc, on n'aura pas besoin de vous demander d'installer ça. Vous avez déjà ça. Ensuite, le petit logiciel dont je vous ai parlé l'année passée, Ping, on va télécharger ça. Gratuit, c'est en ligne. On va l'utiliser pour mettre en œuvre le modèle conceptuel. C'est l'outil qui va nous permettre de faire facilement le modèle conceptuel et traduire ce modèle-là rapidement en logique. Donc, Looping va nous aider à faire ça rapidement. C'est vrai que Looping va nous aider, mais ça suppose que nous-mêmes, on a déjà des connaissances approfondies. Comment on conçoit, comment on élabore, ou bien comment on conçoit un modèle conceptuel à partir des données que nous avons et de la réalité. Donc, ensuite, on va installer le logiciel qui va nous permettre de gérer une base de données PostgreSQL. Comme j'ai dit, l'objectif de ce cours n'étant pas la conception et la réalisation des bases de données, c'est juste qu'il faut qu'on fasse ça pour continuer le travail. Parce qu'on ne peut pas développer une application sans base de données en arrière-plan. On sort ça d'abord avant de continuer. Et c'est pourquoi, au niveau de la leçon 3, toujours, quand on va finir d'installer PostgreSQL, on va installer GeoServer, qui est le serveur cartographique. Tout à l'heure, quand on va présenter l'architecture web mapping, ça va expliquer où intervient chaque logiciel que nous citons. Donc, on a besoin d'un serveur cartographique. Après, on va vous dire le rôle d'un serveur cartographique. Et puis, toujours au niveau de la leçon 3, je suppose que ça se fait demain matin, on aura à installer la bibliothèque, c'est pas le logiciel qui va nous permettre de développer l'application Mapbender. Aussi installer Mapbender et on va les mettre en relation lors du déploiement de notre. Comme j'ai dit, naturellement, le logiciel QGIS, là, vous avez déjà installé ça dans vos machines, vous savez déjà utiliser ça. Donc, on ne va pas s'attarder sur ça. Mais vous verrez qu'il y a des moments où on aura besoin de QGIS, peut-être générer des fichiers SLD qu'on va utiliser plus tard. Tout ça, progressivement, on va vous expliquer ce que c'est. Au niveau de la leçon 4, la leçon 4, prise en main d'un gestionnaire de base de données PostgreSQL, c'est essentiellement que notre ami ici va essayer de se mettre un peu à fond dedans pour comprendre la gestion, l'administration et la manipulation d'une base de données. Mais comme je l'ai dit, on ne va pas trop tarder dessus. Voilà. Ensuite, au niveau de la leçon 5, on va utiliser ce serveur pour la diffusion des services. Services chez WSS, WFS, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, GeoServer va nous aider à faire ça. Et à la fin, on va développer notre client cartographique via Mapbender. Et pour faire cela, on va se connecter à Postgre, à GeoServer qui est déjà connecté à Postgre. Donc, l'architecture du web mapping sera en place et on va procéder à la diffusion, partage de via l'application. Voici un peu les différentes parties donc le son. Et je pense qu'on va, comme je l'ai dit là, ce matin, seulement faire les 2 premières leçons, la partie théorique, présenter un peu les différents éléments de web mapping, les outils, et ainsi de suite. Et puis demain matin, à pareil moment, à pareil heure, 9 h, peut-être que déjà, d'ici là, on va vous demander de télécharger
tous ces logiciels-là, ou bien alors on va faire la compilation des données, de sorte que demain matin, nous tous, avec les mêmes fichiers, parce que vous-même vous rappelez l'année passée, quand je vous ai dit, allons ensemble, donnons les mêmes mots de passe, ainsi de suite, ainsi de suite, devant. Après, si vous n'utilisez pas les mêmes mots de passe que nous, et que devant, on vous demande des mots de passe, ne venez pas nous demander quel est le mot de passe, parce que vous n'avez pas utilisé le mot de passe qu'on vous a donné. Vous comprenez ce que je dis, hein? Voilà. Donc, ensemble, demain, on va procéder à l'installation des 4 ou 5 outils là, dans la matinée. On fait tout ça ensemble, avec tout ce qui est paramétrage et autres. L'assistant sera là, donc nous à faire tout ça. Et puis l'après-midi, on va continuer avec la leçon 4. Concevoir la base de données, conceptuelle, la base de données, faire quelques petites manipulations, voir que la base de données fonctionne. Et puis demain, c'est quoi? C'est mercredi, hein, voilà. Et puis le vendredi matin, on va aborder avec la leçon 5, la diffusion des services, avec des choses serveurs. On fait ça dans la matinée. Puis dans l'après-midi, on va finir avec l'utilisation du MapBender. Ça, déjà, si vous avez accès aux cours, aux supports de cours qui sont en ligne, vous pouvez déjà lire tout ça, puis voir et visualiser déjà ces qui sont là-bas qui expliquent. Mais on va prendre le temps ici en salle de parcourir tout ça ensemble, d'aller doucement, pour que l'objectif pour moi soit atteint, que chacun ici, à la fin de ce cours, soit capable de monter une solution web mapping. Alors, comme je l'ai demandé tout à l'heure, vous avez tous validé l'UE de base de données. Donc, la leçon 4, là, normalement, ne devait pas. Voilà. Maintenant, comme on doit vous donner des données, des fiches, des couches de données, on va utiliser ça pour concevoir la base de données. Et c'est cette base de données que nous allons connecter à nos serveurs et à nos clients cartographiques après. C'est bon? Bon, en plus des supports, si vous voulez aussi faire de la lecture au niveau des documents, vous avez ces liens-là. Je suppose que dans les documents en ligne, sur la plateforme, vous avez aussi ces liens sur lesquels vous pouvez cliquer pour avoir des informations complémentaires. Il y a aussi de la documentation analogique que vous pouvez consulter. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, on va passer directement à la première leçon. Bonjour monsieur, moi j'ai une question. Oui, c'est J'aimerais savoir, monsieur, Kroma Mamadou, monsieur, Kroma Mamadou, d'accord, ok, je suis en ligne, hein. d'accord, En ok. fait, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y aura un cas pratique ou un exercice sur lequel on va appliquer les notions qu'on verra dans le cours? C'est ce que je dis. Quand on va installer les logiciels, quand on va installer toute la plateforme, on va vous donner un cas pratique. Et pour ce cas pratique-là, on va vous donner des couches d'informations, des couches de données qu'on va utiliser. Et ensemble, nous allons faire la procédure de déploiement d'une application ou d'un client cartographique. D'accord. D'accord? Sur D'accord, un monsieur. pratique avec des données à l'appui, on va ensemble faire ça. Peut-être que c'est à l'examen, on va vous demander vous-même maintenant d'utiliser telle donnée en ligne, puisque depuis l'année passée, on vous a expliqué, on vous a montré comment on peut télécharger des données gratuitement en ligne. Voilà, donc vous avez des sites, tout ça vous a donné l'année passée. Mais pour le cours, en tout cas dans le cadre du cours, on va se limiter à un cas spécifique avec des données à l'appui, pratiquer ça de bout en bout, de sorte que vous-même, avec vos données, plus tard, vous puissiez suivre la même procédure et développer votre
web mapping. D'accord? Est-ce qu'il y a... D'accord, monsieur. Merci à vous. Ok, merci bien. Oui, oui, c'est clair, monsieur. Ok, merci bien. Il n'y a pas d'autres questions. On va passer à la première leçon rapidement. C'est des supports de cours de diapo. Normalement, en 1 heure 30, on a fini. On met ça comme si on mettait un peu d'eau dans le bouche. À partir de ça, vous allez faire la lecture. On vous laisse l'après-midi, là, toute l'après-midi aujourd'hui, pour lire le maximum de support et tout, et peut-être même déjà visualiser. Parce que si moi j'étais à vos places, j'allais lire tout le cours. Tout ce ne pas, c'est pas grave, je lis ça. D'accord? Je lis, je lis, je lis, je lis, je lis. Et puis, je peux visualiser aussi les vidéos pour voir un peu. De sorte que quand on va arriver ici, quand on va reprendre la manipulation, ou bien je veux dire, quand on va procéder de façon pratique à la réalisation de tout ce qui est dans la vidéo là-bas, vous aurez l'impression d'avoir déjà vu ça. Et je pense qu'en faisant comme ça va aller un peu plus vite. Mais vous, là, maintenant, cette manière de faire le cours maintenant, là, on vous a donné tous les supports. Vous avez tous les supports. Ce n'est pas que c'est ici maintenant que vous découvrez le contenu du cours. Non, si c'est ici maintenant que vous découvrez le contenu du cours, c'est un peu difficile. Ça paraît un peu difficile. Alors que si vous avez déjà lu, vous avez déjà donné tous les supports, vous avez déjà lu, vous avez regardé, vous avez fait l'effort de comprendre, même s'il y a des parties qui échappent. Et normalement, vous préparez vos questions par rapport aux parties qui vous semblent un peu floues. Quand vous venez et puis on déploie ensemble la chose, quand on arrive à la partie que vous n'avez pas compris, rapidement, vous vous souvenez que vous avez déjà regardé ça, mais vous n'avez pas compris. Posez la question. Quand c'est comme ça, là, ça va plus vite. Mais tous les supports sont à votre disposition. Ne vous lisez pas. Même je parie que ceux qui viennent de F1 n'ont pas tout lu le support de cours de base de données. Le support de cours est là. Vous avez la possibilité de télécharger même. Mais vous n'avez pas tout lu. Si vous aviez tout lu, là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'on a mis dedans, hein, mais pendant le cours, on a vu l'essentiel. Quand on faisait la pratique, on a vu l'essentiel. Le reste, là, il vous a dit même que on ne peut pas, ce n'est pas dans le cadre du cours, là, seulement qu'on va déployer tous les codes SQL qu'on aura écrit pour la manipulation des bases de données. Donc, c'est à vous-même hein, de forger un peu dans ce sens aussi. Mais bon, apparemment, comme comme un de vos collègues m'a dit une fois, là, vous êtes trop chargé, vous trouvez des excuses, de ceci, de cela. Et là, vous avez eu pratiquement 2 ou 3 mois de congé, 2 mois de congé. Vous aurez pu lire tout ça. Les trucs sont déjà téléchargés. Bon, non, je n'ai pas de coup. D'accord? Ok. Bon, donc on va passer à la seconde, à la première leçon maintenant. Comme je l'ai dit, je reviens encore sur ce coup-là parce qu'il y a des nouveaux parmi nous. Sinon, je pense que cette partie, l'année passée, j'ai pris au moins 30 minutes pour parler un peu de ça. Mais vous ne vous souvenez pas. On a parlé un peu de ça, mais c'est un peu comme un rappel pour certains, mais comme une nouvelle présentation, on appelle ça l'introduction au cycle impératif pour les nouveaux. Donc, la leçon 1 va porter sur l'introduction au cycle interactif, ce qu'on va appeler en général le web mapping. L'objectif ici, c'est de présenter les notions, les notions de base, les notions fondamentales de l'utilisation,
et présenter quelques fonctionnalités. Tous ici, vous savez ce que c'est qu'un site, un système d'information géographique. Vous savez ce que c'est. Maintenant, quand on dit système d'information géographique, c'est des sites interactifs. Le thème interactif qui vient se mettre dessus. Ça change quoi dans ce que vous savez déjà? Voilà, donc c'est ce qu'on va appeler web mapping. Voilà. Et puis, on va présenter ici quelques fonctionnalités. En plus des fonctionnalités des sites que vous connaissez déjà, quelles sont des fonctionnalités additionnelles, supplémentaires qui vont s'ajouter à ce site qui est devenu maintenant interactif. Et puis, deuxième objectif, on va présenter l'architecture d'un web mapping. Ce n'est pas tout à fait la même configuration que le site. À partir du moment où ça devient interactif, avec l'utilisation du réseau Internet, il y a beaucoup d'éléments qui vont s'ajouter et ensemble former une nouvelle configuration. Maintenant, comment est-ce que le système fonctionne? On va vous expliquer cela un peu. Donc, j'insiste sur ça parce que après, quand on aura les outils installés et qu'on va commencer les différentes manipulations, vous devez comprendre, vous devez saisir quelle portion, vous devez voir quel niveau de l'architecture nous nous situons. Quand on va déployer l'architecture, on va expliquer l'architecture. Quand on s'est en train de travailler sur est-ce que vous devez savoir quelle est la partie de l'architecture qui fait référence à ça. Et quand on va connecter PostgreSQL au serveur cartographique sur le serveur, les relations établies entre ces deux-là, vous devez savoir la partie de l'architecture qui fait référence à ça. Ça vous permet de mieux comprendre le schéma global de l'architecture est dans votre esprit. Vous voyez ça? Et quand on dit, bon, on connecte notre géoserveur à Postgre, vous savez, au niveau de l'architecture, quelles sont les relations qu'on a établies là. Et ça vous permet de comprendre dans l'ensemble ce que nous sommes en train de faire. Même après, quand on va connecter le client cartographique au serveur cartographique, vous savez aussi quels sont les liens et selon quel protocole ces communications-là sont établies entre ces différentes parties. D'accord? Donc, de façon théorique, on va présenter ça aujourd'hui et puis à partir des jours qui vont suivre, on va essayer de déployer ça en pratique. Donc, voici les différentes sections de cette leçon, les différentes parties de cette leçon. On va définir rapidement le web mapping, présenter quelques fonctionnalités, ensuite parler de l'architecture, ensuite montrer le fonctionnement des systèmes web mapping, puis les différents types de web mapping. En fonction des de ce que la plateforme est capable de faire, il y aura plusieurs types de web mapping. Il y a des plateformes de diffusion d'informations statiques en ligne, c'est du web mapping. À partir du moment où on diffuse une donnée cartographique en ligne, donc ensemble, ça fait que ça va pas trop fatiguer. On va passer en revue rapidement ces deux leçons. Bon, donc, cette première leçon, ces différentes parties qui sont énumérées là, j'espère qu'on va pouvoir passer ça rapidement en 30 minutes, 40 minutes. S'il n'y a pas trop de questions, trop d'incompréhension, trop de difficultés avancées, pour ce moment, 40 minutes. Pas de questions? Pas de questions? Ok, bon, s'il n'y a pas de questions, on va avancer.
avant l'avènement de l'Internet, système d'information géographique existait déjà. Et les systèmes d'information géographique produisaient déjà des cartes. On arrivait à concevoir une base de données, on arrivait à produire des cartes, on arrivait à faire des analyses pour la gestion de l'environnement, pour la gestion des ressources, pour la gestion des territoires avec des systèmes d'information géographique. Mais l'inconvénient majeur à ce niveau-là, c'est que toutes ces données, toutes ces cartes produites n'étaient diffusées que dans des rapports, dans des documents officiels, des rapports d'études, et ainsi de suite. Donc, ça veut dire que tout ça était simplement vase clos et quelqu'un d'autre dans une autre structure ne pouvait pas, à partir de son ordinateur, accéder à ces données-là, ou bien accéder à ces informations, de ces couches de données, de cartes que vous avez produites. Donc, la diffusion, si elle devait se faire, c'était, comme je l'ai dit, par des articles scientifiques, par des documents, par des rapports, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais tout ça restait un peu de façon analogique. Alors, c'est pourquoi ici, je dis que le cible restait en vase clos, sans apport de l'Internet, sans apport de tout ce qui est réseau Internet pour la diffusion rapide de l'information. Parce que, en résumé, bref, le web mapping, c'est ça. La diffusion cartes de données via ce que vous avez conçu à partir de votre connaissance en SIG, système d'information géographique. Dès lors que vous avez produit votre carte et que vous diffusez cette information via Internet, vous êtes en train de faire du papier. Mais on va arriver à un niveau où la base de données même que vous utilisez, parce que les tâches que vous réalisez, c'est à partir des données derrière. Il y a des données que vous manipulez pour faire ça. Donc, ces données-là peuvent ne pas être dans votre ordinateur directement ici, mais à distance. La possibilité que vous avez de vous connecter à ces bases de données, récupérer les données, faire des manipulations, des combinaisons, hein, des traitements, fournir des produits, des cartes et diffuser ces cartes via le canal Internet aussi. Toute cette procédure-là est appelée web mapping. Vous voyez que le site, en tant que tel, s'il n'est pas connecté au réseau Internet, c'est un système qui va être limité seulement à l'ordinateur sur lequel vous travaillez. On est d'accord? OK. Bon, maintenant, aujourd'hui, Dieu merci, il y a eu des avancées énormes en matière de développement d'applications, de services au niveau de l'Internet. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut utiliser des données géolocalisées et les diffuser facilement sur l'Internet. Vous avez beaucoup d'applications, tout ce qui est utilisation de cartes, des données cartographiques en ligne. Qu'est-ce que c'est? C'est le téléphone de qui? Actuellement même, tous ici, vous avez plus ou moins déjà utilisé le système Yango. Ça, c'est un exploit, c'est une exploitation ingénieuse de tout ce qui est le domaine du web mapping. D'accord? Donc aujourd'hui, il y a beaucoup d'applications qui ont été déployées sur Internet et qui nous permettent donc de faire du web mapping, de la diffusion du cartographique. Ce qui font que les différentes fonctionnalités de nos systèmes d'information géographique peuvent être maintenant déployées en ligne. Tout ce que vous connaissez comme fonctionnalité des systèmes d'information géographique, si on arrive à faire les mêmes choses et même plus à partir d'un client cartographique ou bien d'un cartographique en ligne, nous sommes en train de faire du web mapping. Vous me rappelez quelques fonctionnalités des sites que vous avez présenté l'année passée?
très rapidement quelques fonctionnalités des SIG. Ah, vous aussi. Vous ne vous rappelez qu'une fonctionnalité des systèmes d'information du trafic. Non, ne dites pas ça, vous aussi. Vous avez validé ça, hein. Il y a certains qui ont validé, il y a toutes les notes ici. Il y a certains qui ont validé une mention et tout ça. Oui, il y a là-bas. Ah, c'est bon, ok, c'est bon. D'accord. C'est bon. Vous êtes un peu timide là. Il y a quoi? Vous êtes des experts, non? Bien, vous doutez même de votre compétence. Attention, hein? Vous avez fait ça l'année passée. Vous avez fait vous avez utilisé à fond QGIS, hein? Vous avez collecté des données avec les systèmes de GPS et autres. Vous avez récolté des données. Vous avez des données en ligne. Vous avez manipulé tout ça. Fait des traitements qui s'imposent selon votre spécialité, selon votre domaine. D'accord? Et puis, produire des cartes avec ça. Ou bien, produire des tableaux d'analyse avec ça. Mais vous vous rappelez que quand vous avez fait ça, généralement, les données que vous avez utilisées pour la réalisation de vos cartes, ces données-là étaient déjà dans votre ordinateur. Ou bien vous avez importé ça dans votre ordinateur. Vous avez pris ça ailleurs, vous avez mis ça dans votre ordinateur, généralement par des clés USB ou bien par des fichiers qu'on vous a envoyés par mail, ou bien c'est pas, voilà, ou bien vous avez téléchargé en ligne. Le fait même de télécharger déjà en ligne, télécharger une donnée en ligne, c'est que cette donnée-là se trouve dans une base de données quelque part et vous êtes entré en contact, en connexion avec cette base de données-là et vous avez téléchargé la donnée. On est d'accord? Ça, c'est une manière de se connecter à une base de données, mais il y a la possibilité d'avoir le code d'accès même à une base de données et puis la base de données s'affiche dans votre base de données ici, et dans votre serveur, bien dans votre client cartographique ici. D'accord? Donc, en plus de tout ce que vous avez fait comme sigle l'année passée, les fonctionnalités de ces sigles-là, maintenant, si on arrive à reproduire les mêmes choses sans qu'on ne soit limité à notre ordinateur seulement, nous sommes en train d'évoluer un peu vers le web mapping. D'accord? Alors, ces différentes applications qui sont déployées en ligne et qui manipulent plus ou moins les données géographiques. Je verrai ici quelques exemples de données. C'est pourquoi à la fin, j'ai mis un truc qui dit que c'est juste une ébauche des indications que je donne sur des importantes données qui étaient utilisées, qui peuvent être utilisées par ces applications-là. Naturellement, comme on parle de données géolocalisées, si vous avez des données et que vous n'avez pas de coordonnées, ces données-là, ça ne vaut pas la peine. Donc, à partir de ces applications-là, on peut manipuler, ces applications permettent de manipuler les données cartographiques, les coordonnées des sites, les tracés. Yango le fait très bien. La position d'une personne en temps réel. Je crois que ça même, Yango fait ça, non? Quand vous faites une commande, vous voyez le véhicule se déplacer, en train de venir vers vous. Voilà. Ensuite, bon, vous avez aussi la répartition spatiale d'un phénomène en temps réel. Ça va demander beaucoup d'infrastructures, hein, de données infrastructurelles. Et ça va demander aussi, les applications permettent de manipuler aussi des informations relatives à une thématique donnée. Quand je dis relative à une thématique donnée, tant que nous sommes ici, selon nos spécialités, il y a des résultats, ainsi de suite, ainsi de suite. Chacun sait plus ou moins dans son domaine les données qu'il manipule. Dès lors que ces données-là sont des données géospatiales,
on peut les utiliser dans une application web mapping. Si c'est des données qui sont réparties dans l'espace avec naturellement des coordonnées, lesquelles coordonnées s'inscrivent dans le système de projection de coordonnées qu'on connaît, en ce moment, ces données-là, on peut les utiliser dans n'importe quelle application web mapping que nous mettons en place. D'accord? Donc, on se rend compte que les sigles que nous avons l'habitude d'utiliser et qui se limitaient seulement à notre ordinateur, parce que je suppose que quand vous avez téléchargé les données, quand vous avez récupéré des données sur des clés, des CD, et ainsi de suite, vous avez stocké tout ça dans votre ordinateur. Donc, tout le système, tous vos systèmes d'information géographique, ce moment-là, se limite à votre ordinateur, à moins que dans votre structure, vous ayez mis en place un système intranet, de sorte que les machines sont en relation et limitées à votre système, à votre entreprise, votre structure. Là, vous avez votre ordinateur et vous pouvez vous connecter au serveur pour récupérer des données en s'appuyant sur le système de réseau de connexion entre les machines locales. Mais là encore, il va falloir maîtriser les modules de commande ou bien les protocoles de communication entre les machines pour pouvoir établir une connexion et faire correctement votre application. Donc, comme je l'ai dit là, il faut le reconnaître, à ce jour-là, les sigles, à ce jour, au moment où nous parlons, les sigles ont beaucoup évolué et on n'est plus limité à un système d'information géographique en base clou, limité à un seul ordinateur. On est maintenant capable, avec la technologie qui avance dans le domaine de l'Internet, de déployer un système d'information géographique à l'échelle mondiale. Vous devez, dans la conception de votre application, rentrer en contact avec un serveur cartographique distant. Ce serveur cartographique même distant peut être en connexion avec un serveur de gestion de bases de données distant. L'objectif final, c'est de recueillir des données, traiter ces données-là, travailler et produire des cartes qui permettent de comprendre un phénomène, qui permettent d'aider à la gestion de tel ou tel phénomène, et ensuite être capable de diffuser des services via le système, via l'Internet, en vous appuyant sur l'application que vous avez. Alors, donc, à ce jour-là, on ne va plus trop se limiter au système d'information géographique en base clou, mais on va plutôt évoluer vers les systèmes d'information géographique en ligne, bien impératif, qu'on a appelé web mapping. Voyons un peu l'historique. Hein. Ça, je suppose que vous avez déjà vu ça. Vous voyez que l'Internet est né dans les années 90. Et à partir de là, on a vu la nécessité de concevoir les premières cartes et les diffuser pour faciliter la gestion de l'espace, et ainsi de suite. Mais comme ça allait un peu dans tous les sens, il a fallu mettre en place des normes en matière de données géospatiales. L'UGC, vous avez vu ça l'année passée, pour des normes standards informatiques. Et ceux-là qui gèrent tout ce qui est normes, qui élaborent les normes en matière d'utilisation des données géospatiales. Et lorsque ceux-là ont mis en place donc différentes normes, vous savez que les normes normalement facilitent
les procédures d'exécution de telle ou telle activité, ainsi de suite. Et si vous respectez les normes, donc, vous validez votre produit de qualité, parce que normalement, c'est en suivant les normes. Les normes même ont été établies parce qu'il y a eu plusieurs erreurs, il y a eu plusieurs erreurs, il y a eu plusieurs erreurs. On s'est rendu compte que après des recherches scientifiques ou bien après plusieurs applications, plusieurs utilisations, on s'est rendu compte que la méthode n'était pas bonne, il fallait changer. Et on a adopté une méthode qui faisait l'unanimité et qui, voilà. Donc, cette nouvelle méthode-là est devenue la norme. Donc, quand vous suivez ça, le produit est de qualité. Et c'est à partir donc de ces normes-là qu'on a commencé à voir les grandes structures développer serveurs cartographiques qui normalement respectent les standards et les normes élaborées par l'OGC. Jusqu'à ce qu'on arrive au géoserveur. Le serveur que nous avons utilisé tout à l'heure, qui est un serveur cartographique qui est libre et qui permet de diffuser des services web conformité avec l'OGC. On va voir ça également tout à l'heure. Vous avez aussi les Google Maps, Google Earth, tout ça, vous connaissez, qui sont aussi des serveurs cartographiques qui s'appuient, bien qui respectent. Donc, depuis les années 2005 jusqu'à maintenant, on ne fait qu'évoluer. C'est vrai que le fichier là, le tableau là, est un peu dépassé. C'est limité ici, l'année 2011, où on a les leaflets, les UDING, les UMAP, et ainsi de suite. Dans les années 2015-2016 jusqu'à maintenant, il y a eu d'autres applications, les MapBender et autres là sont jusqu'à ce que on ait vraiment un foisonnement d'applications web mapping en ligne. Beaucoup sont libres, d'autres semi-libres, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, vous voyez que les SIG ont fini par sortir de leur vase clos et être déployés en ligne. D'accord? C'est bon? Est-ce qu'il y a des questions? Donc, comme je disais, les SIG en vase clos, bon, à moins que ce soit vraiment un truc extra confidentiel. Sinon, si vous devez travailler sur une thématique avec des collègues qui ne sont pas forcément ici, vous êtes obligé d'adopter le concept de SIG interactif en ligne. Faire en sorte que, et puis là aussi, en ce moment, vous aurez accès à beaucoup de données qui existent, qui ont été validées, que vous pouvez traiter normalement, et puis faire connaître les résultats, vos résultats par couche d'informations que vous allez déployer, les services que vous allez livrer, ainsi de suite. Donc, comme je l'ai dit, on parle aujourd'hui du SIG impératif. Et ça, ce sera encore pour longtemps, parce que c'est ce qui est en vogue même actuellement. Quand vous allez dans n'importe quelle structure, généralement, ils ont des applications de diffusion de leurs produits en ligne. Et toutes ces applications-là ont la même architecture, généralement. En tout cas, si c'est des données cartographiques qui sont manipulées, qui sont utilisées pour faire des produits, pour faire délivrer des services, pour naturellement s'appuyer sur l'architecture. Bon, maintenant, quelque part là, je dis, cet ensemble de services qui, au sens large, désigne tout ce qui révèle la cartographie en ligne. C'est ce qu'on va appeler web mapping. D'accord? La cartographie en ligne, en utilisant le service web. Ça, le web mapping.
Actuellement, si vous avez des, comment je vais dire ça, si vous produisez des cartes, à la fin de vos masters, là, vous allez produire une carte, dans vos travaux, vous allez produire des cartes, vous allez faire des traitements, produire des graphes, des tableaux, ainsi de suite, ainsi de suite. Et puis, bon, vous allez passer ici, vous allez faire la présentation, on va évaluer, puis voilà. Mais si vous vous limitez à cela, vous n'avez pas fait une production, une valorisation à l'échelle peut-être nationale ou internationale de vos résultats, de vos travaux. Imaginez que ce soit peut-être un projet comme ce que comment on dit ça, mon assistante l'a fait. Dans le cadre d'un grand projet, tout ce que vous faites comme traitement, ainsi de suite, de vos données, vous devez déployer ça vous devez diffuser ça via une application web mapping. De sorte que vos partenaires qui sont partout en Afrique de l'Ouest, à partir de leur ordinateur là-bas, de leur connexion Internet là-bas, se mettent en relation avec l'application et peut-être si c'est un administrateur aussi, puisse modifier certaines choses, puisse améliorer certaines cartes, puisse faire des traitements aussi et diffuser le tout. Si vous ici, après avoir fait le document, tout ce qui est traitement, il y a ça, bon, certainement que si c'est un projet, normalement, pour que le projet soit, je vais dire, visible par tous, les produits, les résultats du projet soient visibles par tous, le créneau le plus utilisé en ce moment, c'est de déployer ces choses-là dans une application et donner le lien. C'est ce qu'il me faut comprendre. Sinon, si vous avez fait tout ça, et puis vous avez produit des cartes et on imprime les cartes, vous avez imprimé les cartes sous forme de, je sais pas, de documents comme des posters, c'est bien, c'est un moyen de diffusion aussi, mais ça a une portée limitée et c'est pas ça. D'accord? Maintenant, si on doit accéder à une base de données enrichie pour alimenter notre site, si on peut cliquer, on peut utiliser notre connaissance en informatique pour produire notre carte à partir des données utilisées par-ci, par-là, et mettre ces données, comment on appelle ça, ces résultats-là en ligne. Si en temps réel, on peut avoir des informations géoréférencées, il a fallu qu'on utilise une stratégie, qu'on applique une stratégie. Et cette stratégie-là, c'est quoi? À la lumière des technologies actuelles, c'est le web mapping qui va nous permettre de faire ça. Imaginez, vous avez des stations de réception dispersées par-là qui alimentent une base de données sur un phénomène donné. Et ces éléments-là sont configurés de sorte que chaque 5 minutes, vous avez une nouvelle donnée. Ça veut dire que chaque 5 minutes, si vous avez fait une automatisation de traitement, de différents traitements, chaque 5 minutes, quand les données viennent, les données sont traitées en même temps, et la carte est déployée chaque 5 minutes. Maintenant, on peut prendre ces différentes cartes-là, où on fait une vidéo pour montrer l'évolution du système en réel. C'est-à-dire l'évolution du processus. Mais tout ça, ça demande que les différents outils, stations, ainsi de suite, soient interconnectés, communiquent en suivant les règles établies par l'OGC. Vous-même qui tentez de mettre en connexion ces éléments, il faut que vous preniez et vous maîtrisez bien la notion de web mapping et de l'architecture du web mapping. D'accord? Donc,
définissons rapidement et présentons rapidement les fonctionnalités du web mapping. Au regard de tout ce que j'ai dit depuis jusqu'à maintenant, si on vous demande de définir le web mapping, vous allez dire oui. Ok, c'est ça. Oui. La diffusion de données en ligne. Ça, non? C'est ce que tu dis. La diffusion. Comment? Bon, ok. Ça dit que même si vous avez conçu une base de données libre et renseignée par je ne sais quel mécanisme, si cette base de données est, je veux dire, est déposée dans un domaine en ligne et accessible, cette base de données-là, tout le monde peut accéder à ça, utiliser les informations qui sont là, qui sont à l'intérieur et les travailler, les traiter pour produire des cartes, pour produire des graphes, pour produire des tableaux, pour produire en tout cas pour donner assez d'informations pouvant aider à la gestion d'un phénomène ou d'une situation donnée. Maintenant, quand on fait ça, c'est-à-dire que quand on a la base de données, si d'autres personnes ont accès à cette base de données, c'est ce que, quand chaque fois on se rencontre dans des ateliers, on cherche à, c'est-à-dire qu'on veut pousser les autres collègues un peu dans ce sens, mais c'est difficile. Et nous, on fait des politiques de données. Si par exemple, la Sodexam puis pénètre les autres grosses structures, et les bases de données à disposition, je crois qu'actuellement encore, on écrit des lettres, hein, c'est ça, non? Le courrier, les demandes de données, ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, dans certains pays, puisque c'est l'État qui finance ces structures, l'État subventionne ces structures et normalement les données produites par ces structures-là devaient être libres et accessibles à tous, puisque l'État a déjà payé. C'est ce qu'on veut faire ici, mais pas plus tard que le mois passé, même à Passam, on a fait encore près de 2 heures de discussion sur ça. Et les gens ne sont pas prêts. Sinon, normalement, ces grosses structures-là, avec des bases de données, à partir de mon poste, je me connecte à les bases de données. C'est-à-dire qu'à partir de mon serveur cartographique ici, je me connecte à les bases de données. Puis, les données qui m'intéressent dans le cadre de mon étude, je les ai, je les manipule, je produis les cartes thématiques que je veux, et puis je délivre des services avec ces cartes. Et ces services-là sont publiés via MapBender, une application, un client cartographique. Et quand c'est comme ça, c'est le système d'information géographique que nous avons fait là, mais en s'appuyant sur un réseau Internet pour pouvoir récupérer les données là-bas, pour pouvoir les traiter ici, pour pouvoir les diffuser là. J'espère que tout le monde comprend ça. Hein? Alors, quand on regarde bien, oui. Ici, dans le site classique, Là, le site, oui, oui, le site, oui. on a les bases de données en ligne. On parle du web mapping. Le web mapping, c'est proche du site classique entre dans le domaine de l'intelligence. Lorsqu'on parle de la base de données qui était dans le site classique, désormais, simple, n'importe où, avec Internet, peut constituer et éditer une carte. Au départ, j'ai les données sur mon poste, l'édition de ma carte. Apparemment, dans le domaine du web mapping, cette fois-ci, les données ne sont plus. Les données ne sont plus forcément là. Une grande partie est et par des liens de données et faire l'édition de mes cartes. Faire l'édition des cartes.
et pour publier tes cartes, pour que la diffusion de ces cartes-là se fasse aussi par Internet. Les résultats que j'obtiens, je peux également les publier au fur et à mesure. Voilà. Le client en question, est-ce que c'est le logiciel qu'il faut utiliser le QGIS pour le faire à l'autre application, les données de faire. Non, il y a un logiciel SIG. C'est pourquoi tout à l'heure, je disais que QGIS, par exemple, vous êtes déjà habitué à ça, vous avez déjà travaillé là-dessus, donc on n'aura pas à revenir là-dessus. Normalement, comme je le disais tout à l'heure, chacun dans son domaine sait comment travailler ces données, sait comment traiter ces données. D'accord, non? Vous êtes de quel domaine? Anadel. OK. Vous savez les données que vous manipulez là-bas, vous savez comment vous traitez ces données-là. Donc, vous pouvez avoir d'autres logiciels de traitement de données. D'accord? Moi, je suis hydrogéologue. Il y a des traitements que QGIS ne permet pas de faire. Je fais mes traitements avec mes logiciels là-bas. Mais si ces données traitées, là, les données géospatiales, là-bas, me couche là-bas, et je fais en sorte que ces informations-là soient accessibles, que je puisse les intégrer dans mon système ici. Que ce soit peut-être en shapefile, que ce soit en PDF, que ce soit en DXF, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais tous les traitements-là, selon votre domaine, vous savez les logiciels qu'il vous faut pour le traitement de vos données. Là. Donc, nous, on va entrer dans ce détail du traitement des données. Et ça, c'est spécifique à chaque thématique. Maintenant, si la carte est produite ou le résultat d'un quelconque traitement est produit, comment faire en sorte que ce traitement-là, nous puissions l'intégrer dans notre système pour le déployer en ligne? QGIS là, ne permet pas de tout faire, hein, bien. Bon, c'est vrai que ça va, tout ce qui est traitement de données spatiales, fait les. Comment on dit ça maintenant? QGIS fait les classifications, non? Classification, même des techniques d'analyse multicritère, combiner des couches. QGIS peut faire ça. Mais il y a des traitements, par exemple, nous, en hydrogéologie, on a besoin par moment d'identifier les points d'interconnexion des fractures sous-sol. Bon, je crois que maintenant, QGIS permet de faire des traitements d'images. Hein. Vous avez déjà fait ça, non? Mais normalement, nous, on utilise Envy ou bien Erdas ou bien Idrizi pour faire des traitements approfondis, des fusions d'images et tout ça. Là. Il y a des traitements d'images radar et tout ça. Il y a d'autres logiciels qui nous permettent de faire ça. On prend maintenant le résultat de ce traitement-là, on exporte à partir de nos logiciels de traitement, et puis on importe ça à partir de QGIS pour l'intégrer dans nos bases de données, bien à partir de Postgre pour l'intégrer dans notre base de données. Maintenant, hormis le traitement que vous faites, le système d'information géographique qui va englober votre base de données, parce que vous allez collecter les données, vous allez stocker ces données-là, tout ça c'est dans le système d'information géographique, parce que la base de données n'est pas en dehors du système. Donc, quand vous allez gérer tout ça, normalement, si vous faites maintenant ce qu'on appelle le web mapping, il se peut que toutes vos données que vous avez utilisées soient sur votre ordinateur, ce n'est pas un problème. Mais si par contre, il y a des données qui n'existent pas sur votre ordinateur, vous pouvez vous connecter à une base de données externe, mais à distance, qui a ces données-là que vous allez récupérer. Ça, c'est un pan de l'architecture du web mapping. D'accord? Pour accéder à une base de données à distance. Maintenant, être ici avec un client cartographique, c'est-à-dire que moi, je suis là et puis tous les logiciels qui ont permis le traitement des trucs même ne sont pas sur ma machine ici. Mais moi, j'ai la connexion Internet et j'ai les accès à une base de données ou bien à un serveur cartographique. Je me connecte à partir de mon peut-être
Firefox ou bien QGIS ou bien c'est pas. Et je me connecte au serveur cartographique et il me fait ressortir les traitements qui étaient faits là-bas. Ou bien je me connecte à une application et puis il me montre les couches d'informations qui ont été traitées et qui ont été diffusées. Moi, j'ai accès à ça. Peut-être que mon rôle ou bien les pouvoirs qui me sont donnés ne me permettent pas de manipuler les données qui sont là. Je peux simplement peut-être visualiser et puis à partir de là, imprimer la partie qui m'intéresse ou bien utiliser cette partie-là pour faire un rapport ou bien c'est pas moi. Tout ça, c'est le résultat de la mise en place d'un système d'information géographique interactif qui me permet de faire ça. Sinon, il aurait fallu que moi-même, j'ai en ma possession toutes les données, je les traite convenablement et puis je produis ça. Après, quelqu'un d'autre a produit ça là-bas dans une base de données, et puis moi, je me suis connecté simplement. Maintenant, si je me connecte à partir d'une application et que j'ai une carte là, qui s'affiche là, si je clique dessus, bien, je fais des zooms et qu'il y a plus de détails qui apparaissent dedans, ça là, cette petite fonctionnalité, il a fallu qu'il y ait un système, une architecture de web mapping qui permet de faire ça. D'autant plus que ce n'est pas toi qui as fait le traitement, tu ne sais même pas où les données ont été traitées, mais le résultat qui est là, tu les as à partir d'une application. Cette application-là est en connexion avec un serveur cartographique. Et ce serveur cartographique, ce n'est pas une base de données, c'est un serveur. Il prend les données dans une base cartographique, il les met ensemble. Et puis, il intègre ça dans une page web. Maintenant, quand toi, tu as grandi, tu fais le zoom. Quand tu fais le zoom, là, tu lui demandes plus d'informations, plus de détails dans la carte. Et pour faire ces détails-là, le serveur cartographique est obligé d'interroger la base de données pour demander encore des informations. Quand vous faites Google Earth, là, quand vous faites des zooms, il va renseigner encore. D'accord, non? Quand vous faites encore des zooms, jusqu'à ce que vous arrivez même dans le détail, vous voyez les bâtiments, alors que premier plan, vous n'aviez pas toutes ces informations. Mais pour avoir ces détails-là, maintenant, il a fallu que le serveur cartographique se renseigne auprès de la base de données pour appeler les données. C'est un serveur. Un serveur, c'est une machine qui va permettre de récupérer. Le serveur cartographique, je dis bien, de prendre des données pour rendre un service à une demande qui a été adressée. D'accord, non? Donc maintenant, quand tout ça se fait, on s'appuie sur les nouvelles notions d'Internet pour pouvoir réaliser tout ça. C'est pourquoi on parle de cartographie en ligne. Web mapping. Le web mapping, là, c'est ça, c'est web, Internet, non? Mapping, cartographie. Sinon, si ce que je dis, par exemple, essayer de zoomer puis avoir plus de détails, si la donnée même, bien la carte était simplement peut-être scannée, on vous a donné, quand vous allez zoomer, il n'y a plus rien voir des détails dedans. Vous êtes d'accord, non? Donc, c'est un peu ça. Dès lors que tout ce que vous faites dans un site, vous appuyez sur le réseau Internet, soit avoir des données, soit faire des traitements à distance, soit produire des cartes et les diffuser en ligne, tout ça ensemble, c'est ce qu'on appelle le web mapping. D'accord? OK. Bon, je crois que même tout ce qu'on disait là, il y a une phrase qui dit ça ici dans le web mapping. Par web mapping, on attend la diffusion web des données cartographiques par le biais d'un site. Tout ce que je suis en train de dire ici, c'est des définitions un peu. Voilà. Et tout ça ensemble, ça vous donne une horizon plus large de ce qu'on va appeler le web mapping. Sinon, faire les traitements des données ici et puis avoir une application et puis mettre les résultats là-bas. Le web mapping. Se connecter à un site et puis avoir une carte dedans, zoomer, avoir des détails, c'est le web mapping. D'accord? Donc tout ça, mais vous voyez que tout ça s'appuie sur le réseau Internet. Non, c'est pas possible. On parle de. Parce que quand on dit interactif. Professeur, il y a une question. On peut peur.
me calme un peu pour voir ce qui se passe. Bon, je t'ai dit quoi? Un instant, pardon. J'ai une question. Voilà. Bon, voilà, justement. Le fait que, oui, un instant, je te reviens. Le fait que on fasse un zoom, c'est une action que vous avez menée, une demande. Vous avez fait une requête. Donc, vous avez réagi et la taxe, bien, le système donne une réponse. C'est une interaction. On dit signe interactif. Oui, c'est qui? Oui, c'est Kone Suleiman. Oui. Oui, professeur, je voulais savoir, oui, il arrive souvent, par exemple, vous avez parlé des sites comme Google Earth souvent qui nous donnent souvent certaines données. Mhm. Bon, il arrive souvent que ces données ne sont pas à jour. Bon, comment on peut alors, par exemple, comme ça, lorsqu'on nous demande de faire pratiquement des classifications supervisées où souvent on doit regarder, on doit aller sur Google Earth pour comparer pour voir, pour essayer de faire les classifications. Si on n'a pas de données à jour, quelle autre procédure peut nous donner peut-être pour avoir des données plus concrètes, plus claires pour pouvoir faire la supervision, la Bon, classification en supervisée? ce moment peut-être qu'il faut chercher d'autres sites qui, Mhm. qui ont des données à jour. Sinon, bon, si vous êtes sur un site comme Google Earth et que l'image est là, c'est pas la dernière image, même c'est pas de quelle année. Sinon, dans le temps, j'ai regardé, c'était 2018. Mais il y a beaucoup d'autres sites qui mettent à jour leurs données régulièrement, hein. Bon, si vous êtes D'accord, sur un site et que le site ne vous donne pas les données à jour, bon, allez simplement chercher un autre site. Sinon, d'accord, euh, bon, comme c'est par moment, c'est des phénomènes dynamiques. S'il y a une date qui se rapproche de celle qui est diffusée à partir de Google Earth, vous pouvez faire cette, j'allais dire, d'accord, comparaison. Mais le mieux, c'est de chercher un autre site qui donne plus de données. d'accord. Je veux dire, qui donne plus d'informations à jour. Il y avait une question? D'accord. OK. Bon, ici, donc, je suis en train de définir rapidement définir la notion de web mapping. On dit un web mapping est un domaine de compétences des systèmes d'information géographique permettant l'intégration et la visualisation des données géoréférencées sur Internet depuis un navigateur web. Vous avez tout compris ça? Si vous êtes sur un navigateur web, ça veut dire que vous êtes le navigateur web, la ligne ne peut pas fonctionner sur Internet. Vous êtes connecté sur Internet et en ce moment, vous pouvez, si vous rentrez en contact avec une donnée cartographique ou, pas moi, le résultat d'un traitement de données cartographiques quelque part, vous êtes en train de faire du web mapping. Surtout si ce traitement s'appuie sur les systèmes d'information géographique. Maintenant, on dit normalement, actuellement, dans nos différents, comment ça, dans nos différentes activités, que ce soit professionnel ou pas personnel, généralement, nous utilisons, sans trop le savoir, quand il s'agit des contextes personnels même là. Souvent, on utilise sans trop savoir que nous sommes en train de faire du web mapping. Par exemple, si je suis là et que je dis, bon, je, je suis dans une ville que je ne maîtrise pas, puis je me mets sur Google Maps. Google Maps te présente là où tu es et te présente le fond des cartes et te vend ta position. C'est du web mapping. Tu as fait une demande et le service a été rendu. Bon, tu te trouves ici. Et puis, bon, peut-être que tu veux aller dans tel coin, il te montre le chemin, tu vas là-bas. Tout ça, c'est des services basés sur le web mapping. Mais généralement, dans un contexte professionnel, euh, comme les grosses structures, là, la gestion de l'infrastructure, peut-être l'entretien des routes, la distribution, les communications, tout ce qui est la planification dans le territoire, tout ça, c'est basé sur l'utilisation des systèmes d'information géographique. Et à l'heure actuelle, les systèmes d'information géographique sont déployés en ligne
Parce que les structures décentralisées là ont besoin tous de travailler sur la même base de données. Imagine que vous avez 5, 6, 7 postes et puis chacun a sa base de données. Ce n'est pas intéressant. Il faut mutualiser les données, il faut mettre tout ça ensemble et puis tous ces différents postes-là se connectent à la même base de données. C'est beaucoup plus cohérent, c'est beaucoup plus robuste. Et ça fait que quand on fait les traitements, on a plus ou moins les mêmes. Quand on fait des analyses de nos traitements, on converge dans la même direction. Donc, au niveau professionnel, toutes les données géospatiales utiles et je veux dire qui sont très pertinentes dans la compréhension d'un phénomène, ces données-là, lorsqu'on les manipule et qu'on les insère dans une base de données, après, on les utilise pour faire un système d'information géographique. C'est du web mapping que nous sommes en train de faire, notamment dans un contexte professionnel. S'il s'agit peut-être d'un projet comme ce que Amandine est en train de faire, pour la gestion peut-être des inondations, pour la gestion des d'électricité, pour la gestion des terres arables, pour la gestion de la forêt, ainsi de suite. Mais quand il est question, par exemple, d'une utilisation dans un but personnel, là, il y a beaucoup d'applications mobiles même qui existent. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà utilisé GeoTracker. C'est un très bon logiciel qui... Bon. J'ai parlé ça l'année passée, non? Bon. Vous avez quel site? Ça ne va pas diminuer. J'ai dit GeoTracker. En fait, on ne s'attend pas à un bruit venant d'ici. Si. J'ai dit GeoTracker. Si. Voilà. C'est une application, on peut l'installer sur les choses. Moi, je l'utilise souvent quand je vais dans un nouveau coin que je ne maîtrise pas. Donc, il suit tous nos déplacements jusqu'à ce qu'on arrive là-bas. De sorte qu'après, je puisse revenir, ressortir seul. Et puis, peut-être plus tard, s'il doit repartir là-bas, il puisse partir sans qu'on ne vienne me chercher encore. C'est vraiment... Et puis, ça vous montre le relief, la vitesse des déplacements, ainsi de suite. C'est vraiment très bon. Et ça aussi, c'est un outil, une application qui a beaucoup de fonctionnalités web mapping. Actuellement, quand vous allez sur Play Store, je ne sais pas quoi, tout ce qui est assez, c'est libre. Assez d'applications web mapping libres sur Internet. Maintenant, voyons rapidement les fonctionnalités. Tout à l'heure, je disais, par exemple, que afficher simplement même une carte via Internet, c'est une fonctionnalité du web mapping. Voilà la possibilité d'afficher une carte. Et que vous avez une page Internet qui est là, et il y a une fenêtre qui s'ouvre quelque part, et puis on déploie une carte là. Maintenant, cette carte-là, le fait même qu'elle soit là, déjà, c'est une des fonctionnalités du web mapping. Vous allez voir que toute la page Internet HTML qui est là, vous n'avez pas accès et vous ne pouvez pas modifier ça. D'accord? Mais le cadran qui est là, vous allez voir que souvent il y a 2 ou 3 icônes qui sont là qui vous permettent de peut-être faire des zooms. C'est-à-dire qu'en ce moment, vous pouvez actionner ça. C'est plus là pour agrandir la carte qui s'affiche là, ou bien le moins pour réduire, ou bien c'est pas la main qui est là pour vous déplacer un peu. Cette partie-là, cette partie encadrée dans la page Internet qui est là, cette partie est gérée par un système web mapping. Tout le reste, la page HTML qui est là, ça c'est le serveur web qui gère ça. Mais l'encadrer ici, avec un fond de carte,
ça, ce n'est pas le serveur cartographique, le serveur web, mais c'est plutôt le serveur cartographique qui gère ça et qui insère ça dans la base, dans la page Internet. C'est ça qu'il me fait comprendre. Vous n'avez jamais fait de recherche de résidence ou bien de trucs sur Internet. Voilà. Hein? Voilà, donc généralement, on vous montre un test là, ou des photos et tout ça, mais on vous met un petit encadré quelque part avec une carte dedans. Cette petite partie-là, c'est l'architecture du web mapping qui permet de faire ça. C'est-à-dire, cette petite partie n'est pas gérée par le serveur web. Bon, je dis, le serveur web affiche ça, mais quand on fait des demandes et autres, ce n'est plus le serveur web qui permet de faire ça, mais c'est un serveur cartographique qui est connecté à une base de données qui renseigne et qui permet de, si vous faites des zooms, qui permet de remplir la carte à l'échelle que vous voulez. Donc, pouvoir voir la carte du monde en 2 dimensions ou bien en 3 dimensions, ou bien sélectionner les couches d'informations que vous voulez, ou bien placer des marqueurs sur la carte, avoir les coordonnées. Bien, vous avez des coordonnées, puis vous voulez que ces coordonnées-là, vous les mentionnez sur la carte, ainsi de suite. Ou bien tracer un itinéraire. Tout ça, ça fait partie, tout ça fait partie des fonctionnalités d'un web mapping. Ah, vous avez ici, par exemple, est-ce qu'on voit ma souris? Je ne vois pas ma souris, hein? Bon, c'est pas grave. Vous avez là une zone de recherche, non? Vous avez là une zone de recherche. Ça veut dire, par exemple, vous pouvez rechercher sur la carte, vous pouvez faire des recherches portant sur la sémantique. C'est-à-dire, comme l'exemple dit là, afficher les villes de plus de 1 million d'habitants. Pour un pays, par exemple, en Côte d'Ivoire ici, si on voulait faire peut-être une recherche, on dit, bon, ok, on veut villes de Côte d'Ivoire qui ont plus de 1000 habitants. Qui ont plus de 10 000 habitants. Si on fait cette recherche et qu'on a un résultat, c'est-à-dire qu'on a interagi avec la carte, et la carte a été modifiée en fonction de notre demande. D'accord, non? Ça, c'est du web mapping. On peut aussi demander, on peut aussi faire des recherches en s'appuyant sur la géométrie des données. Par exemple, je suis ici et je recherche autour de moi, dans un rayon peut-être de 2 km, toutes les banques qui sont là. Si je veux peut-être spécifier les banques cibles qui sont dans un rayon de 2 km. Si j'ai une réponse, c'est que j'ai interagi avec la carte et ma demande a été, on a répondu à ma demande. Donc, avoir la possibilité de faire tout ça, ça fait partie des fonctionnalités du web mapping. Donc, quand on va avec MapBender déployer notre application, on va essayer de voir si on peut accompagner notre application de toutes ces fonctionnalités-là, ou bien de quelques-unes de ces fonctionnalités. Notamment, il y a des applications où la carte est là, et vous avez un petit aperçu qui est là. Vous avez la légende ici, vous avez des icônes, comme ça. Comment on appelle ces trucs? Pas des pointeurs. Si vous êtes sur un logiciel, les petits trucs là, c'est quoi? Comment on les appelle? Où il y a des onglets, mais il y a des boutons même sur lesquels vous appuyez là. C'est le nom de ce truc là. Non, non, non. C'est quoi? C'est icône? Moi, je dis que c'est les icônes. Hein? Voilà, si vous pouvez faire comme ça avant de parler, moi, je m'apprête à vous entendre ce que ça dit. Bon, par exemple, vous ouvrez. Comment ça? Est-ce que vous m'entendez en ligne? Le boîtier est éteint. Oui, on le voit, monsieur. OK. Bon, donc c'est les icônes. Hein?
Par exemple, vous ouvrez Word et puis il y a un petit bouton là, vous dites ouvrir ou bien c'est pas les icônes. Hein. Voilà, les outils. La base des outils, non? C'est les outils qui sont là. C'est le thème là que je cherchais. Les outils. Voilà, les outils. Voilà. Les outils. Par exemple, faire le zoom pour diminuer le zoom, ou bien prendre la main là et puis bouger la carte, ou bien, c'est pas, ou bien faire la liste de toutes les couches qui sont dans votre base de données, toute la liste là, et puis vous pouvez cocher les couches que vous voulez voir affichées dans votre. Donc, chacun peut se connecter à l'application et puis réaliser sa propre carte. Comprenez? Avec ces outils que vous placez dans votre application, chacun peut accéder à cette application et, en fonction des différentes couches, réaliser sa propre carte. Ça, c'est une des fonctionnalités du web mapping. À l'échelle que vous voulez, que ce soit à petite échelle, à grande échelle, telle portion de... Tout ça, ça va dépendre de vous. Donc, vous voyez que vous avez accès à l'application et vous avez accès à toutes ces données-là et vous pouvez réaliser la carte que vous voulez. Toutes les données sont à votre disposition. Les données ont été déjà traitées. Les résultats sont là. Si c'est la carte de peut-être l'occupation du sol que vous voulez, avec peut-être les localités dessus, avec telle information dessus, vous pouvez réaliser votre carte et puis l'imprimer. Ça, tu ne peux pas payer. On est d'accord? OK. Bon. On va présenter maintenant rapidement l'architecture. C'est bon. Tu as posté deux dessus, tu as regardé ces deux. Pas ça? Tu as vu. Ouais, je fais ces deux dessus, tu regardes les deux là. Il faut mettre quelque part où son vieux Dieu, mais mettre dans ma chaussure. Arnaud. Monsieur Arnaud? Oui, excusez-moi. OK. Il a coupé le bouton. Bon, je pense que je vais arrêter la